Alors, il est midi, je vous proposerais de commencer. Je me présente, je m'appelle Patrick Ladouceur, je suis doctorant à l'École des services sociaux à l'Université d'Ottawa et aussi membre du collectif de recherche Femmes en vie. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Pierre-Guillaume Prigent. Pierre-Guillaume qui est un grand ami de Femmes en vie, en fait, depuis ses débuts et qui a accepté très généreusement de venir nous présenter, en fait, les résultats de sa thèse doctorale. Je vous lis un peu sa bio. Alors, il est en fait docteur en sociologie à l'Université Bretagne occidentale en France. Sa thèse qui a soutenu le 10 décembre 2021, donc ça fait déjà presque un an, s'intitule Les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale, contrôle coercitif, complicité institutionnelle et résistance des femmes. Avant de céder la parole à Pierre-Guillaume, en fait, juste vous expliquer un peu le déroulement. Il va nous présenter pour environ une quarantaine de minutes et par la suite, comme d'habitude, on va avoir une période de questions-commentaires. Je vous encourage à utiliser en fait l'option questions-commentaires qui est au bas de votre écran sur le Zoom et je verrai apparaître en fait à la période de discussion puis on va animer, puis, en fait, je vais animer pour Pierre-Guillaume en fait les questions, puis n'hésitez pas aussi à les acheter au fur et à mesure et on va essayer de toutes et tous les répondre. Alors, un grand merci à Pierre-Guillaume, un grand merci à tous et à toutes d'être parmi nous, même si c'est virtuellement. On l'apprécie grandement. Alors, Pierre-Guillaume, la parole est à vous. Alors, je vais commencer par partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Parfait. Très bien. Alors, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup à Patrick pour cette présentation. Merci beaucoup à Femmes en Vie pour l'invitation à présenter des résultats de ma thèse. Aujourd'hui, en fait, ma communication s'intitule « Quand l'homme violent est un père violent, les réponses institutionnelles au contrôle coercitif après la séparation parentale en France ». Ça veut dire que je vais essayer de me concentrer en fait sur la question de comment est-ce que après la séparation, eh bien la violence conjugale se perpétue, notamment dans le cadre de la coparentalité en fait entre l'agresseur et la victime. Donc, pour introduire mon propos, je vais commencer par un événement qui a été un petit peu un point de départ aussi pour moi dans ma thèse. C'était les pères perchés, donc des hommes en fait qui sont montés sur des grues et d'autres monuments pendant l'année 2013 et qui se disaient privés de leurs enfants. Alors, c'était en France en 2013, mais au Québec, il y a eu le pont Jacques-Cartier en 2005, je crois. Ça avait eu dans les deux cas une forte visibilité médiatique. Et en France, en 2013, on avait déjà connaissance en fait de ce type d'action-là, de ce type de mouvement grâce aux travaux qui avaient été justement menés au Québec, notamment sur cette question. Et donc en France, il y a eu une association de ces hommes à un mouvement dit masculiniste. Mais au-delà de cette caractérisation-là, de cette action, en fait, ce que j'ai retenu et ce qui m'a frappé, c'est que en fait, les hommes qui étaient montés sur ces monuments étaient en fait accusés ou bien condamnés pour violence conjugale envers la mère de leurs enfants. Et en fait, ça a été l'une des raisons qui m'a vraiment poussé à vouloir travailler sur la question du vécu des mères en contexte de violence conjugale post-séparation et également à comment est-ce qu'elles font avec la parentalité avec leur conjoint violent. Donc pour commencer cette intervention, je vais préciser la définition des violences post-séparation, comment on peut les définir et puis comment est-ce qu'on peut les mesurer, parce qu'il y a des études à ce sujet. Je vais notamment prendre le cas de la France avec l'enquête Virage. Et ensuite, je vais vous présenter un outil de compréhension des violences que j'ai mobilisé dans ma thèse, qui s'appelle le contrôle coercitif, qui fait l'objet de débats importants actuellement dans plusieurs pays. Et ensuite, je vais présenter la trajectoire de coparentalité. Alors, c'est une expression qui me semble pertinente pour décrire justement comment est-ce que la coparentalité de deux des mères que j'ai enquêtées se manifeste dans ce cadre de violence conjugale post-séparation. Et je reviendrai rapidement sur le concept d'aliénation parentale, dont certaines des mères que j'ai enquêtées dans le cadre de ma thèse ont été accusées. Alors, les violences conjugales post-séparation, en fait, Patricia Romito et Maria Chiara Ferresini, qui sont italiennes, Patricia Romito est professeure de psychologie sociale et Maria Chiara Ferresini est docteur en psychologie. C'est un ensemble de comportements qui est caractérisé par la volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre,
qui peuvent inclure brutalité physique et sexuelle, abus psychologiques, menaces, contrôle, grande jalousie, isolement de la femme, ainsi que l'utilisation des enfants à ses fins, par exemple en les contraignant à espionner leur mère ou en menaçant la conjointe de lui enlever les enfants et même de les tuer en cas de séparation. Alors, dans cette définition, elles insistent beaucoup sur le fait que ces violences sont caractérisées par la volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre. Elles définissent et décrivent les différentes formes que cette violence peut prendre et elles parlent aussi de l'utilisation des enfants par l'agresseur dans ce contexte-là. Et en fait, c'est important de revenir sur ces études-là, des études qui indiquent que lorsqu'il y a violence conjugale, eh bien, la proportion de la probabilité qu'il y ait violence directe sur les enfants est aussi très importante. On n'est pas juste face à des enfants qu'on dit exposés aux violences conjugales, d'une part parce que la violence conjugale a un impact sur eux qui est au-delà de l'exposition. On peut parler d'enfants co-victimes de violences conjugales et dans ce contexte-là où ils sont victimes de la violence du père contre leur mère, eh bien, ils peuvent être aussi victimes de violences directes de la part de leur père. Et donc, c'est ce que les études nous indiquent quand elles nous disent qu'entre 40 et 60% des conjoints violents avec leurs femmes sont aussi des pères violents directement avec leurs enfants, ce qui devrait nous faire remettre en question l'idée qu'un mauvais conjoint puisse être un bon père. Et malheureusement, on verra que ce mythe-là a encore une force en France, mais dans d'autres pays, bien entendu, et malheureusement. Des études aussi montrent que un des principaux facteurs de risque d'agression sexuelle contre les enfants de la part du père, c'est justement la violence conjugale contre la mère. Alors, la question des violences sexuelles incestueuses de la part du père sont parfois compartimentés, coupés, pas associés à la violence conjugale, alors que justement, c'est un contexte dans lequel on sait que statistiquement, elle risque d'émerger. Et je vais revenir un petit instant sur les travaux justement qui posent la question de la place des enfants dans les violences conjugales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, parler d'exposition, ça ne convient pas. On parle de co-victimes ou d'enfants victimes des violences conjugales. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur les premiers travaux qui ont été réalisés sur cette question. C'était une Britannique, une sociologue britannique, Caroline McGee, qui en 2000 écrit un ouvrage où justement, en fait, elle fait des entretiens avec des mères et leurs enfants victimes de violences conjugales. Et elle constate qu'en fait, les enfants sont directement ou indirectement impactés par la violence conjugale et par ses conséquences. Il faut imaginer que la violence conjugale pour un enfant, c'est pas seulement lorsqu'il voit ou entend son père exercer de la violence contre sa mère, c'est le fait qu'il assiste aussi au quotidien aux conséquences de la violence conjugale, que ce soit sur le comportement de sa mère ou les impacts sur la santé de sa mère, par exemple, et également sur des objets cassés, sur des traces dans la maison, dans son domicile, qui existent encore et qui donc peuvent être source d'angoisse et qui peuvent générer chez ces enfants-là des diverses stratégies d'adaptation face à la violence. En ce qui concerne les violences à proprement parler post-séparation, d'abord, ça peut être intéressant de rappeler que les violences conjugales, de manière générale, sont un phénomène qui n'est pas rare. Ça peut paraître être une évidence, mais non seulement il faut montrer qu'elles ne sont pas rares pour les femmes, mais qu'il y a une différence en termes de mesure entre les hommes et les femmes, parce que l'enquête Virage, qui est une enquête qui a été réalisée par l'Institut national des études démographiques en 2015 en France, nous indique que c'est 10% des femmes qui seront victimes de violences conjugales au cours de leur vie, contre 1 à 3% des hommes, donc bien plus les femmes que les hommes. Et en ce qui concerne les violences après la séparation ou dans le contexte de la séparation, eh bien, un tiers des femmes qui ont été séparées dans l'année précédant l'enquête en ont déclaré avant la rupture, au moment, dans le contexte de la rupture. Donc, c'est une proportion qui n'est absolument pas négligeable. Alors, cette enquête, elle nous indique aussi, et bien entendu d'autres enquêtes, que pour les hommes, les faits de violence qui ont lieu au sein du couple sont des faits qui sont de nature le plus souvent psychologique et qui sont peu graves. Les hommes déclarent eux-mêmes une faible gravité de ces actes-là. Et objectivement, ils déclarent aussi peu le fait qu'ils vont aller chez le médecin suite à ces violences, obtenir des certificats médicaux ou bien aller éventuellement à l'hôpital pour soigner des blessures. Alors que pour les femmes, en fait, on constate davantage un continuum d'actes. Alors, toutes les situations ne sont pas des situations avec une intensité de violence très forte, mais pour autant, elles peuvent décrire un ensemble d'actes de nature différente. Il n'y a donc pas de symétrie de la violence.
Les femmes, non seulement sont plus nombreuses que les hommes à en subir, et elles vont subir des violences qui sont plus graves, davantage répétées et cumulées, c'est-à-dire plus diversifiées. On peut dire des violences de type psychologique, physique, sexuel, économique, etc. Je veux revenir sur cette notion de continuum parce qu'on l'emploie assez souvent sans pour autant forcément la définir, non seulement du coup pour essayer de repréciser ce qu'elle encadre, ce qu'elle dénomme, mais aussi pour essayer de montrer qu'elle m'a servi à la manière pour construire en fait les entretiens que j'ai menés avec les femmes que j'ai interrogées dans le cadre de ma thèse. Donc, le continuum permet de décrire et de nommer cette palette de comportements d'abus, de contraintes et d'usage de la force auxquels sont confrontées les femmes, d'une part, alors que l'on peut parfois nommer avec ces types-là différents, violences psychologiques, physiques, etc. Mais pour autant, justement, ce que Liz Kelly identifie lorsqu'elle fait son enquête auprès de femmes sur le continuum, c'est qu'en fait, ces femmes-là ne mobilisent pas des catégories d'analyse clairement définies et délimitées. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne vont pas dire « ça, c'est de la violence physique, ça, c'est de la violence sexuelle » pour rendre compte de leur vécu. Et donc, ça a impliqué pour moi cette connaissance-là du continuum, d'adapter ma manière d'interroger les femmes et de me rapporter à elles. Et donc, pour saisir ce phénomène-là des violences post-séparation et la parentalité en contexte de violences post-séparation, j'ai réalisé, dans le cadre de ma thèse, des entretiens avec une vingtaine de femmes. Elles avaient toutes eu des enfants avec leurs conjoints violents. Alors là, la plus jeune d'entre elles avait 25 ans, la plus âgée avait 75 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des femmes qui ont vécu des violences à des époques différentes, dans des contextes historiques et sociaux différents. La moyenne d'âge était de 45 ans et les 3/4 étaient de catégories socio-professionnelles dites supérieures. Je les ai recrutées de 3 façons différentes. Par bouche à oreille, par les réseaux sociaux, mais aussi par l'intermédiaire d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, pour les recruter, en fait, je vais m'adapter à la manière qu'elles ont elles-mêmes de qualifier les violences qu'elles ont subies, donc au processus de qualification des violences. C'est-à-dire que le mot de violence, notamment de violence conjugale, je vais ne l'employer que si elles-mêmes l'emploient déjà. Et pour certaines d'entre elles, je vais parler par exemple de séparation difficile. Et je précise que notamment pour les femmes que j'ai recrutées par bouche à oreille, eh bien en fait, je cherchais des femmes qui avaient vécu une séparation difficile ou une séparation conflictuelle, parce que je savais que c'était la terminologie qui était la plus adaptée pour pouvoir recueillir des récits qui en fait s'avéraient être des récits de violence. Alors que pour les femmes qui avaient déjà été dans des associations, qui avaient déjà fait ce processus-là de nommer les violences comme des violences, eh bien là, pour le coup, je n'allais pas leur dire « vous avez vécu une séparation difficile », évidemment, j'allais reprendre les expressions qu'elles employaient elles-mêmes. Et pour pouvoir saisir ce continuum de violence qu'elles décrivent, qu'elles sont susceptibles de décrire, eh bien, je ne vais pas leur poser des questions précises, je vais leur demander de raconter leur histoire. Très souvent, c'est une question du genre, une question de départ, comment avez-vous rencontré ce conjoint, ou alors comment s'est passée la séparation. Et donc, à partir de cette question-là, en fait, elles peuvent dérouler leur histoire. Et en fait, je ne leur demande pas de détails parce qu'en fait, j'ai très rarement besoin d'en demander. Et en fait, quand je pose des questions, eh bien, je ne vais pas aller au-delà des limites que je considère ne pas avoir à dépasser et qui sont en fait les leurs, c'est-à-dire les limites dont je saisis que certaines choses, parfois, elles ne veulent pas m'en parler. Et donc, je n'insisterai jamais à leur poser des questions sur des choses dont elles ne souhaiteraient pas forcément me parler. Pour autant, j'ai toujours une liste de thèmes qui doivent nécessairement être abordés dans le cadre de l'entretien et qui le sont de manière assez spontanée. Donc, la rencontre avec l'ex-conjoint, la séparation, qui peut faire l'objet de questions introductives, la nature de la relation avec lui, bien entendu les procédures diverses, procédures pour la garde des enfants ou bien procédures pour des plaintes éventuelles, excusez-moi. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les réponses institutionnelles à la violence et à leur dénonciation et la réponse des proches également. Comment est-ce que leur famille, des amis ont pu réagir à ça? Elles ont des rapports que je qualifie de différenciés aux institutions. En fait, ça veut dire que pour certaines d'entre elles, elles n'ont jamais déposé de plainte, elles n'ont jamais saisi de juge pour la garde des enfants, elles n'ont même pas déposé de main courante. Donc, certaines ont un rapport aux institutions qui n'existe pas finalement, hormis peut-être quelques associations de victimes ou des associations féministes qui peuvent les soutenir, mais
pas du tout du côté des institutions type justice ou police, alors que certaines d'entre elles peuvent avoir des parcours judiciaires très longs. Certaines peuvent avoir 10 ans de procédure avec des plaintes, avec des jugements en première instance, ensuite en cour d'appel, en cour de cassation et même jusqu'à la Cour européenne, éventuellement des droits de l'homme pour ce qui est des institutions françaises et européennes. Alors, c'est un terrain qui est assez clairement sensible et pour pouvoir rentrer sur ce terrain-là, je pratique ce que Léo Thyre-Vidal appelait un nécessaire décentrement, c'est-à-dire que dans le cas d'une socialisation masculine, eh bien, les hommes ne sont pas invités à s'intéresser au vécu des femmes et sont plutôt invités à le considérer d'une manière secondaire, annexe, et subordonné au vécu masculin. Et donc, ce décentrement-là, il a fallu que je l'exerce pour pouvoir sortir de cette vision des choses-là. Et en fait, très concrètement, ça veut dire que ce vécu des hommes qui se disaient discriminés par la justice et qui montaient sur des grues et qui disaient ça très fort, eh bien, j'ai dû m'en distancier et m'intéresser au vécu des femmes qui, elles, étaient complètement invisibilisées par leur action et que finalement, peu de gens ont interrogé. Et donc, ce n'est pas les ex-conjointes de ces hommes que j'ai interrogés, mais des femmes qui étaient dans des processus similaires. Et j'avais une connaissance du fait que, évidemment, avec les articles écrits sur le sujet, que la violence pouvait ne pas s'arrêter à la séparation. Et donc, c'était un terrain sensible parce que, justement, elle pouvait être exposée à de la violence post-séparation autour des entretiens, c'est-à-dire avant ou après les entretiens. Et donc, ça a fait que j'ai maintenu le contact. J'ai décidé d'avoir cette posture éthique, de maintenir les contacts avec les enquêtés qui le souhaitaient après les entretiens. Et ce maintien du contact-là a pu prendre la forme d'un soutien moral, de conseils juridiques, voire d'orientation auprès d'associations, en sachant que finalement, à l'époque, et encore aujourd'hui, peu d'associations soutiennent les femmes dans leur démarche post-séparation, et ce sont des associations qui ont des moyens d'intervention qui sont relativement limités. Alors, pour nommer en fait ce rapport-là que j'ai tenté de construire avec ces femmes-là, j'ai repris l'expression de l'éthique de l'inquiétude que je trouve assez belle et assez pertinente, qui en fait à l'origine est utilisée par des psychiatres dans le cadre de la prévention du suicide. Et en fait, l'éthique de l'inquiétude, pour moi, c'était de fonder en fait mon rapport avec elle basé sur cette inquiétude que je ressentais. J'ai mis du temps avant de qualifier ce sentiment-là que j'avais vis-à-vis d'elle, mais à un moment, ça c'est devenu assez clair que c'était de l'inquiétude. Et je me suis dit que ce sentiment-là était un sentiment qui était important, qui voulait dire quelque chose, qui pointait la gravité des situations, et que je ne devais pas le disqualifier ou le mettre de côté, mais que je devais construire mon rapport à elle à partir de cette inquiétude ressentie. En lien avec cette éthique de l'inquiétude, dans le cadre de cette éthique, il y a des compétences qui sont requises. Et il y a la sociologue britannique Hilary Abrahams qui a écrit un très bel article justement sur l'écoute des femmes qui ont subi de la violence. Et elle nous dit dans cet article que c'est cette tension entre la faim d'être entendue et la peur de parler. Alors, je trouve que c'est très, très bien dit. La faim d'être entendue et la peur de parler chez la victime, qui défie le chercheur et qui exige attention et sensibilité. Un certain degré de confiance aura été établi afin que la femme se sente en sécurité et accepte de participer à un entretien. D'après mon expérience, que je partage avec Hilary Abrahams, cette confiance et la volonté de parler librement peuvent être renforcées par les compétences d'une écoute active et d'une attitude empathique et sans jugement. Alors, quand on lit des ouvrages de conseils qui viennent des écoutantes de femmes victimes de violences, eh bien, elles nous disent souvent qu'il ne faut pas juger mais comprendre. Et il se trouve qu'en sociologie, l'une des démarches basiques de la sociologie par entretien, c'est justement de ne pas juger mais de comprendre les personnes que l'on enquête. Et donc, j'ai réalisé une sociologie qui était appuyée par les techniques qui sont celles des écoutantes de femmes victimes de violences. Alors, pour analyser ensuite les entretiens que j'ai enregistrés et que j'ai transcrits, j'ai mobilisé un modèle qui est celui du contrôle coercitif. Alors, c'est un modèle que je mobilise et dont on discute avec ma collègue Gwenola Sueur, avec qui on a fait une étude auprès de femmes accusées d'aliénation parentale. J'en reviendrai rapidement là-dessus à la fin. Et donc, depuis environ 2015, en fait, on discute beaucoup de ce modèle-là et on le trouve très utile pour comprendre justement, pour comprendre les violences conjugales à partir d'un récit qui serait libre.
Pour en revenir un petit peu sur une dimension historique, mais revenir rapidement là-dessus, c'est un modèle dont il faut rappeler qu'il est ancien. Alors, j'ai cité les Daubache et Daubache, qui, en 1979, dans un ouvrage consacré à la violence conjugale, définissent déjà en fait le contrôle coercitif. Et c'est aussi un modèle qui est proche du modèle de la stratégie de l'agresseur qui existe en France depuis des décennies et qui a été construit par le collectif féministe contre le viol. Et dans ce modèle-là, notamment Marie-France Casalis, je cite 2012 parce que c'est la date d'une de ses interventions à une année où elle a fait beaucoup de formations à ce sujet-là. Marie-France Casalis, c'est le collectif féministe contre le viol, identifie que l'agresseur a des priorités. D'abord, il va commencer par isoler la victime, puis il va la dévaloriser, il va retourner la culpabilité, la terroriser et assurer son impunité. Et en fait, dans le modèle qui est réarticulé par Evan Stark en 2007, eh bien Evan Stark justement identifie des tactiques qui sont employées par l'agresseur contre ses victimes. Et en fait, ces tactiques sont très proches des priorités du modèle de la stratégie de l'agresseur. Il en identifie 4 principales: l'isolement, le contrôle, l'intimidation et la violence. Alors, il y a un moyen mémotechnique, c'est ISIV, pour retenir les 4 premières lettres des 4 tactiques identifiées dans le modèle. Alors, c'est un modèle qui rappelle que la violence et que le contrôle coercitif donc s'appuie sur la vulnérabilité créée par les inégalités. Alors, j'ai cité Reynaud et Roussel. En fait, c'est tout simplement un ouvrage sur les inégalités entre les hommes et les femmes, réalisé par l'INSEE, qui est un institut l'Institut national de la statistique en France. Et donc, de fait, il y a un nombre assez important, comme vous pouvez le savoir, d'enquêtes parfois institutionnelles qui font état de ces inégalités. Et en France, on a une notion qui est connexe, qui est en lien avec celle de contrôle coercitif, qui est celle d'emprise, mais qui est davantage utilisée dans le champ de la psychologie et qui a tendance à moins prendre en compte les vulnérabilités, surtout les inégalités entre les hommes et les femmes. Le contrôle coercitif, c'est un modèle qui nous rappelle que la violence conjugale porte atteinte à l'intégrité, mais aussi aux droits des victimes, et qu'il est donc une violation des droits humains des femmes et des enfants qui en sont victimes. Et de manière plus générale, ce modèle-là, il va prendre en compte le contexte, ce qui est essentiel dans le cadre des violences conjugales. Il va prendre en compte le comportement du conjoint agresseur et aussi de la victime, et la conséquence de la violence du conjoint sur elle. Donc, pour retenir contexte, comportement et conséquences, il y a aussi les 3 C. Ça peut être aussi un moyen mémotechnique. Et donc, si jamais on peut parler d'emprise, à partir du moment où on mobilise la notion de contrôle coercitif, eh bien, on peut parler d'emprise, mais en fait, on peut parler d'emprise sociale. Et là, je fais référence à un concept mobilisé par un sociologue qui s'appelle James Ptashek, le social entrapment, donc on pourrait traduire rapidement par emprise sociale, et qui donc prend en compte à la fois les inégalités, qui prend à la fois en compte les contrôles coercitifs, donc le comportement de l'agresseur envers la victime, mais qui prend aussi en compte ce que Patricia Romito, par exemple, a appelé la complicité institutionnelle. Parce qu'on va voir que dans le cadre des réponses institutionnelles à la violence conjugale, notamment en contexte de parentalité, eh bien, les institutions, en fait, s'avèrent malheureusement être complices du comportement de l'agresseur. Je vais y revenir dans un instant, mais d'abord, je reviens sur les 2 mots, les 2 termes en fait, qui sont associés à la notion de contrôle coercitif. Tout d'abord, il y a le contrôle et il y a la coercition. Alors, le contrôle, c'est toutes les formes de privation que l'agresseur va employer envers sa victime, des privations qui en fait se basent sur des normes et sur des inégalités justement qui sont structurelles entre les hommes et les femmes. Il peut la priver de ressources financières, il peut lui interdire de travailler, ça peut aller jusqu'à là, il peut s'emparer de son salaire, il peut lui forcer à acheter des choses pour lui, il peut la priver de nourriture, il peut la priver d'accès à la communication en lui interdisant d'avoir son propre téléphone ou voire d'utiliser Internet, et il peut également lui empêcher un accès au transport. Et il va aussi la priver de ressources familiales, sociales et amicales. Alors, dans ce cadre-là, il ne faut pas se dire que l'agresseur va séquestrer systématiquement, dès le début de la relation, sa victime. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, l'agresseur va progressivement mettre en place cet isolement et donc va, par exemple, dire « Tu sais, ton ami Robert, qui est venu à la maison il y a quelques jours, eh bien, je ne l'apprécie pas et je préférerais que tu ne l'invites pas la prochaine fois. »
Et il n'y aura pas que Robert, il va y avoir aussi Céline, il va y avoir Camille et une suite de personnes que la victime dont la victime elle va se sentir interdite finalement de les inviter sans que ce soit une interdiction explicite et violente de la part du conjoint, quand bien même elle peut être violente, cette interdiction. Dans le contrôle, il y a la micro-régulation de la vie quotidienne de la victime. Ça veut dire que les manières de faire de la victime vont être contrôlées suivant des règles prescrites par l'agresseur, des règles qui peuvent être explicites ou des règles qui peuvent être implicites, mais qui vont contrôler par exemple sa manière de plier le linge, sa manière de ranger les courses, sa manière de s'habiller ou de faire à manger, de cuire le plat de telle ou telle manière selon ce que l'agresseur lui dit. Et dans le contrôle, il y a aussi des formes de manipulation. Il peut y avoir des formes de dévalorisation qui peuvent être plus ou moins explicites. Et peut-être que justement, quand elles deviennent explicites, eh bien, on passe plutôt du côté de la violence. Je vais revenir sur la frontière entre contrôle et coercition dans un instant. Et il peut aussi surresponsabiliser la victime jusqu'à éventuellement l'accabler. Il peut créer des formes de confusion chez elle et exercer des mensonges répétés envers elle. Lorsque la victime va résister au contrôle, l'agresseur va pouvoir exercer de la coercition. En fait, dans certaines situations de violence conjugale, on peut avoir du mal à identifier la violence en tant que telle, parce que tant que la victime se soumet aux règles qui sont fixées par l'agresseur, eh bien, elle peut ne pas subir d'actes de coercition. Et l'agresseur va pouvoir attendre que la victime refuse de se soumettre à son contrôle pour qu'il exerce des formes de violence physique, de l'intimidation, du harcèlement, voire de l'humiliation. La difficulté qu'on peut avoir avec la distinction entre le contrôle et la coercition, c'est que je pense que, comme pour le continuum, c'est assez difficile de séparer systématiquement tout comportement de l'agresseur comme étant a priori du contrôle et a priori de la coercition. Quand on parle, par exemple, de dévalorisation, si jamais on a des formes de dévalorisation qui sont basées sur des normes qui sont très subtiles, eh bien, on pourrait supposer que ça relève davantage du contrôle. Alors que pour autant, l'humiliation, elle, qui est une forme assez explicite de dévalorisation, on pourrait la mettre dans la catégorie coercition. Et donc, il y a finalement une forme de continuum, je pense, entre le contrôle et la coercition que l'agresseur peut exercer envers ses victimes. Alors, j'en viens justement à essayer d'expliciter comment se manifeste le contrôle coercitif envers deux de mes enquêtés, Noémie et Annabelle, dans le contexte de la séparation, d'après la séparation, et quel impact ce contrôle coercitif va avoir sur leur parentalité et la coparentalité avec leur agresseur. Donc, il y a Noémie qui a 30 ans. Alors, je précise que tout est anonymisé, bien entendu, ça ne correspond pas à des noms et des situations exactement identiques à celles des femmes que j'ai enquêtées. Noémie a 30 ans, elle réside en Normandie, elle est monitrice éducatrice, elle est séparée depuis 1 an au moment de l'entretien. Annabelle, elle, a 45 ans, elle réside en Bretagne, elle est secrétaire médicale et elle est séparée depuis 4 ans au moment de l'entretien. Pour Noémie, au moment de la séparation, elle va mettre en place avec son conjoint une résidence alternée de manière informelle ou une garde partagée. Et elle va finalement lui proposer une médiation familiale alors qu'elle constate que la garde partagée ne fonctionne pas, et lui va refuser cette médiation familiale. Elle va saisir le juge aux affaires familiales, le juge qui va donc décider de la résidence des enfants en France et qui va fixer la résidence de son fils chez elle. Alors, par là, j'indique qu'en situation de violence conjugale, on peut penser que la résidence de l'enfant peut être perdue par la mère suite aux violences. C'est le cas, mais ce n'est pas systématique. Et même quand la mère continue à avoir la résidence des enfants, pour autant, l'agresseur peut continuer à exercer son contrôle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. J'y reviendrai par la suite. Noémie nous dit il y a eu beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels intempestifs à gueuler au téléphone, c'était horrible. Le week-end, il avait encore cette niaque de me harceler, enfin entre guillemets, de m'appeler pour plein de choses, pour qu'on parle, pour que bidule. En fait, il peut l'appeler plusieurs dizaines de fois dans une même soirée et il peut lui laisser des messages où son ex-conjoint va la menacer de lui enlever son fils. Noémie nous indique dans le cadre de l'entretien que son agresseur invoque une dépression et qu'en fait, il utilise cette dépression-là pour justifier son comportement. Alors, en ce qui concerne la dépression, de mon point de vue, peu importe qu'elle soit réelle ou supposée, dans tous les cas, il s'en sert pour justifier son comportement. Et Noémie, elle voit autre chose que le fait que la maladie provoquerait la violence. On peut croire que
Et parfois, certains modèles de compréhension de la violence conjugale supposent que c'est des maladies ou des troubles mentaux qui provoquent la violence. En fait, ce n'est pas le cas. La maladie n'est pas nécessaire à l'exercice de la violence. Et surtout, lorsqu'il y a un trouble mental ou que l'agresseur déclare qu'il en a un, il peut justement s'en servir pour légitimer sa violence. Donc, attention à ce cadre-là. Et donc, Noémie n'est pas dupe. Elle dit, il est en dépression de ne pas voir son fils. C'est ce qu'il me dit. Mais je pense qu'il y a plus que ça, parce qu'il ne contrôle plus la situation, du moins, ça ne se passe plus comme il pensait pouvoir faire les choses. Tout ça pour dire qu'en fait, les enquêtées, les femmes que j'ai enquêtées, elles ont elles-mêmes des éléments d'analyse dans le cadre des entretiens de ce qu'elles vivent. Et donc là, Noémie voit bien qu'il légitime sa violence par cette maladie réelle ou supposée pour pouvoir exercer son contrôle. Les remises de leur fils de 2 ans sont l'occasion pour l'agresseur de Noémie de s'en prendre à elle. Il va la menacer du poing et elle, pendant ce temps-là, va se protéger en restant dans sa voiture. Il va tenter de faire durer ces moments où ils doivent se remettre l'enfant. Il va réclamer d'embrasser à nouveau son fils en disant à son fils qu'il pourrait ne jamais le revoir et donc en exerçant une forme de chantage affectif envers elle. Et Noémie nous dit: je ne pense pas qu'il avait envie d'échanger ou du moins de communiquer comme ce que veut dire le mot communiquer, échanger des points de vue, parler calmement. Il voulait déverser son sac de haine. C'était vraiment le moment où il jetait tout. Alors, je vais revenir un instant sur cet extrait parce qu'il me semble vraiment très parlant, parce qu'en fait, si jamais on prend la première partie de l'extrait de l'entretien, Noémie, elle nous décrit la coparentalité telle qu'elle devrait se passer en absence de violence, c'est-à-dire une envie d'échanger, de communiquer, d'échanger des points de vue, parler calmement en ce qui concerne le meilleur intérêt de l'enfant. Mais elle identifie que, et c'est ce qu'elle vit, qu'il utilise cet espace-là de remise pour déverser son sac de haine, pour jeter tout. Et au-delà de ces espaces de remise, Noémie identifie que son agresseur va lui imposer une orientation éducative. Il va essayer de lui imposer des choix éducatifs, et lorsqu'elle ne l'accepte pas, eh bien, il va refuser de lui remettre son fils. Lorsque Noémie ne se soumet pas au contrôle éducatif, eh bien, l'agresseur de Noémie va exercer de la coercition sous forme de refus de lui remettre son fils. Et Noémie nous résume ça en nous disant: j'essayais de discuter, il pouvait y avoir des désaccords, et à ce moment-là, lui, il disait: tu te casses de chez moi, je ne te confie pas mon fils. J'étais vraiment une marionnette, c'était un peu comme il voulait, j'étais son pantin. C'est ça le contrôle coercitif. Noémie nous le décrit en quelques mots: j'étais vraiment une marionnette, j'étais un peu comme il voulait, j'étais son pantin. Ce que les extraits d'entretien avec Noémie nous disent, c'est que l'autorité parentale conjointe, qui est donc la règle juridique qui est censée organiser et réguler l'après-séparation parentale, est en fait un cadre qui permet le maintien du contrôle et de la violence après la séparation. En France, on a l'article 373.2 du Code civil qui précise que chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Alors, s'il n'y a pas de violence, on peut supposer que c'est conforme et que c'est envisageable de procéder ainsi. Mais en cas de violence, on voit les conséquences que ça a. On voit les conséquences que ça a, c'est qu'en fait, ça légitime le fait que l'agresseur puisse harceler téléphoniquement ou bien par d'autres moyens les victimes, parce qu'il dira: oui, mais c'est pour l'enfant, c'est pour parler de l'enfant, etc. Et c'est ce que l'agresseur de Noémie a fait. C'est un cadre dans lequel des violences peuvent s'exercer pendant les remises ou bien à d'autres occasions de contact, dans des réunions en ce qui concerne la scolarisation de l'enfant, par exemple. Et cette autorité parentale conjointe-là va aussi permettre à l'agresseur de contrôler le quotidien et les choix éducatifs de la mère. Là, je ne reviens pas dans les détails à ce sujet dans mon intervention, mais il va par exemple, si jamais si jamais l'enfant dit qu'il veut faire tel ou tel sport et que madame le soutient dans sa démarche, eh ben, le père va pouvoir dire: non, je ne veux pas que mon enfant fasse du sport, et donc bloquer cette inscription par l'intermédiaire de l'autorité parentale conjointe. Et au-delà de la loi, parce que ce n'est pas que juridique, c'est aussi basé sur des normes, parce que de manière générale, on n'est pas uniquement dans les relations sociales ne sont pas uniquement structurées et organisées par la loi, mais donc par des normes. Et l'une des normes de la coparentalité, c'est justement de dire que l'on attend de chacun des deux parents qu'il soit coopératif avec l'autre parent. Et donc, un parent qui n'est pas coopératif, c'est un parent qui n'est pas dans la coparentalité et donc qui n'est pas finalement en train de respecter l'intérêt de l'enfant. Et lorsqu'une femme dénonce des violences qu'elle subit après la séparation,
eh bien, on la considère malheureusement et de manière faussée comme comme cherchant à entraver justement le bon principe de coparentalité. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Annabelle. Annabelle va révéler des maltraitances diverses que subit son fils, qui est alors âgé de 7 ans. Et elle va les dénoncer aux services sociaux. Et son fils va répéter plusieurs fois les maltraitances en désignant son père, des maltraitances de type différents, physiques et sexuels et psychologiques. Mais c'est finalement elle qui va finir par être suspectée d'être la mère maltraitante. Elle nous dit, puis d'un seul coup, le chef de service décide que ce n'est pas vrai, le chef de service des services sociaux. Après, on est passé je ne sais pas combien de fois devant ces gens-là. Je n'ai pas vu tout le rapport, mais tout était contre moi. Mon enfant a été placé en famille d'accueil un peu de temps et après en foyer. J'avais le droit de le voir un petit peu, j'ai été le voir, j'ai été me promener avec lui et il a recommencé à me parler, c'est-à-dire à dénoncer de nouvelles maltraitances de la part de son père. Je suis revenu, je l'ai dit à l'éducatrice qui était là. Et du jour au lendemain, j'ai plus eu le droit d'aller voir mon fils et de me promener avec lui. J'avais le droit de le voir que dans la salle. Après ça, ils ont jugé que j'étais une mère fusionnelle, que je suis néfaste pour mon enfant, que je porte des fausses accusations. En ce qui concerne la situation d'Annabelle, le placement au foyer va être levé, mais finalement, la résidence de son fils va être transférée chez son père, qui est le père qui le maltraite. Et quelques années par la suite, Annabelle va être diagnostiquée par une psychologue des services sociaux comme étant une mère qui est aliénante. En fait, en contexte de violence conjugale, il y a une figure de la mauvaise mère qui émerge, et la mauvaise mère, c'est finalement celle qui est considérée comme étant fusionnelle ou bien aliénante. Et c'est la mère dont les institutions jugent qu'elle porte atteinte au lien entre le père et l'enfant. Et en fait, ça se produit dans le cadre où les institutions ne vont pas prendre en compte ou alors ne vont pas prendre au sérieux les dénonciations de violence réalisées par la mère. Et donc, si jamais la mère ou l'enfant persiste à maintenir les dénonciations, eh bien dans ce cas-là, c'est vu comme une atteinte illégitime au principe de coparentalité, voire une exacerbation du conflit parental. On considère que ce sont les mères qui enveniment le conflit avec le père. L'aliénation parentale, je reviens rapidement là-dessus, et c'est un sujet avec qui on a pu travailler avec Femmes en Vie et dont on discute beaucoup dans le cadre d'un projet de recherche international. Mais je reviens très, très rapidement sur les résultats de notre enquête qu'on a réalisée avec Gwenola Sueur auprès de femmes accusées d'aliénation parentale. Je reviens sur l'invention de cette théorie par Richard Garner dans les années 80 aux États-Unis. Je ne reviendrai pas sur le personnage, mais je vous invite à vous renseigner sur ses positionnements divers et variés. La théorie de l'aliénation parentale, l'aliénation parentale est censée désigner les situations où un enfant rejette un parent de façon injustifiée. Mais en fait, ce que l'on constate, et ce que d'autres enquêtes ont pu constater, c'est que l'aliénation parentale peut être mobilisée quel que soit le contexte du rejet, qu'il y ait maltraitance ou non. Or, en cas de maltraitance, eh bien, il y a une raison qui est absolument légitime de rejeter le parent qui est maltraitant. En fait, l'usage de la notion d'aliénation parentale, a priori, sans interroger le contexte plus général, sans interroger la présence de violences conjugales, par exemple par l'intermédiaire de la notion de contrôle coercitif ou d'emprise, eh bien, ça conduit à présupposer que tout rejet du père par l'enfant va être injustifié. Et donc, ça ne peut que provoquer, de notre point de vue, des erreurs de diagnostic de la situation. Et en fait, cette théorie n'a aucun fondement scientifique. Et en fait, on sait qu'elle apparaît en France et dans d'autres pays dans un contexte où justement des femmes ou des enfants, ou les deux, vont dénoncer des violences. Et donc, elle est utilisée comme parade à ces dénonciations. Ce que l'on peut retenir, c'est que dans le cadre de notre étude auprès de femmes accusées d'aliénation parentale, nous en avons interrogé 20 avec Gwenola. Parfois, elles en ont été accusées implicitement, c'est-à-dire mère fusionnelle, elles cherchent à exclure le père de la vie de l'enfant, etc. Eh bien, toutes ont vécu de la violence conjugale. Ça veut dire que dans ces situations-là, eh bien, les intervenants n'ont pas toujours su identifier la situation de violence conjugale que nous, on a pu, à partir d'un récit libre et de l'outil de compréhension contrôle coercitif, identifier. Alors, je reviens rapidement sur les mises en garde institutionnelles qui ont été réalisées par rapport à cette notion d'aliénation parentale. Alors, il y en a beaucoup, et ce serait trop long de toutes les citer. Il y en a en France, il y en a à l'international, mais en ce qui concerne l'Europe, il y a le 3e rapport d'activité du GREVIO du 16 juin 2022. Le GREVIO, c'est un organe qui est chargé de vérifier si jamais les États signataires de la Convention d'Istanbul, qui est une convention du Conseil de l'Europe de lutte contre les violences faites aux femmes,
et à leurs filles, et aux filles, qui est une convention qui a l'esprit genré, qui est orientée violence de genre, qui en fait, donc le Grevio est censé vérifier la bonne application de la Convention d'Istanbul dans les pays signataires. La France en fait partie. Et le Grevio, dans son 3e rapport d'activité, indique que la notion d'aliénation parentale et les formes implicites ne doivent pas être utilisées dans les tribunaux de la famille au risque de mal identifier les situations de violence conjugale. Et tout récemment, la MIPROF, qui est une mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes, a réalisé des capsules, des clips, et Édouard Durand, qui fait partie de cette MIPROF, a évoqué l'aliénation parentale et indique que le concept est dangereux pour la protection des victimes parce qu'il ne permet pas d'identifier les violences. Donc, du point de vue institutionnel, il y a des avancées plus critiques sur l'usage du concept. Alors, de manière générale, comment expliquer ces trajectoires de coparentalité en contexte de violence conjugale ou de contrôle coercitif? Eh bien, tout d'abord, comme je l'expliquais précédemment, par le fait que les violences conjugales post-séparation soit ne sont pas identifiées ou bien leurs mécanismes ne sont pas compris par les institutions. Il peut y avoir un effet d'instrumentalisation des institutions par les agresseurs. Ils peuvent se servir de la notion d'aliénation parentale, ils peuvent se couvrir derrière une bonne paternité jouée et parfois surjouée pour instrumentaliser les institutions, mais toujours est-il que ça ne suffit pas à provoquer les effets que j'ai pu identifier, parce que parfois, eh bien, c'est un manque de moyens des institutions. Par exemple, le juge des enfants qui va ordonner une aide éducative et l'aide éducative qui ne va pas se mettre en place parce que le service éducatif n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est les manques de moyens parfois qui peuvent provoquer cette complicité institutionnelle avec l'agresseur, mais aussi, et je pense que ça c'est central de revenir là-dessus, c'est des valeurs portées par certaines institutions. Dans le cadre de la justice aux affaires familiales en France, eh bien, la valeur de coparentalité est absolument centrale et pendant très longtemps, elle a été vue comme un idéal en toutes circonstances. Alors, il y a une lueur d'espoir, c'est le fait que depuis quelques années, il y a des lois timides mais existantes qui remettent légèrement en question cette idée-là de la coparentalité comme étant bénéfique dans tous les cas de circonstances. Il y a une augmentation des retrait d'autorité parentale conjointe en cas de violence conjugale ou bien de limitation d'exercice de cette autorité parentale par des conjoints violents. Pour autant, ça reste assez exceptionnel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là pour remettre en question ces valeurs-là qui, dans les contextes de violence conjugale, sont préjudiciables pour la liberté et la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.